Bonjour, je suis Dr Kautar Atta, je suis médecin des soins palliatifs. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des aspects psychologiques en soins palliatifs et surtout de vous donner quelques vignettes cliniques. On va suivre le plan traditionnel, l'introduction, la définition des soins palliatifs pour les gens qui ne connaissent pas, puis les vignettes cliniques et puis on va conclure. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de cancer du sein, mais je viens de parler des femmes, des mères, des épouses, des femmes dont le corps change, mais l'humanité reste intacte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis palliativiste et dans mon métier, nous ne combattons pas seulement la maladie, mais nous combattons la peur, la solitude, la honte, l'angoisse de la mort, la douleur dans toutes ses formes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des histoires vraies, des histoires simples, des histoires qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait grandir, qui ont fait de moi le médecin d'aujourd'hui. Des histoires qui ont montré le pouvoir incroyable des soins palliatifs, non seulement pour soulager la douleur et traiter les symptômes gênants, mais pour redonner la vie au jour. Pour commencer, les soins palliatifs sont une approche médicale, psychologique et sociale, et spirituelle aussi, qui vise à améliorer la qualité de vie des patients confrontés à une maladie grave, évolutive ou terminale. Ils ne cherchent ni à hâter la mort, ni à la retarder, mais à soulager la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, sociale ou spirituelle. Les soins palliatifs s'adressent aux patients, mais également à la famille. Alors, les soins palliatifs, ce n'est pas la médecine de la fin, comme disent la plupart des gens, mais c'est la médecine du sens. Nous ne luttons pas contre le temps, mais nous travaillons pour la qualité du temps qui reste. Nous ne tentons pas de guérir la maladie, mais nous tentons de soulager la douleur, de protéger la dignité, de soutenir la famille et d'apaiser les esprits. Dans le cancer du sein, les soins palliatifs représentent une approche globale, interdisciplinaire, centrée sur la femme et sa famille. Lorsque la maladie devient métastatique, évolutive ou génère une souffrance importante, même tout au long du parcours thérapeutique, même au moment du diagnostic, les soins palliatifs sont toujours présents pour ouvrir un espace où la femme, pleinement maman, pleinement épouse, pleinement humain, et non pas un simple organe malade. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça fait 10 ans ou bien 9 ans, quand j'ai commencé les soins palliatifs, professeur Haroudi m'a dit un jour que parfois, nous médecins, on oublie qu'on traite des patients. Et elle m'a dit cette phrase, on dit toujours que j'ai une cholécystite à opérer, j'ai une appendicite à opérer, j'ai des amygdales à opérer, on a des céphalées à traiter, mais on oublie toujours l'humain qui est derrière cette cholécystite, cette appendicite, c'est derrière ces angines, derrière cette maladie. Vignette clinique, pourquoi? Je me souviens où le professeur Brimi m'a appelé, je pense, 2 mois ou 3 mois auparavant pour me demander de venir ce jour-là et de parler spécialement de vignette clinique et non pas d'une présentation scientifique. Alors moi et professeur Brimi, on sait bien pourquoi, mais je ne sais pas est-ce que vous savez ou pas. C'est pour ça que j'aimerais vous dire quelque chose de très personnel. Moi, en tant que médecin des soins palliatifs, j'ai beaucoup appris de mes patients. On pense souvent que ce sont les soignants qui accompagnent les malades, mais la vérité, c'est le contraire. Ces expériences m'ont tellement marquée que j'ai commencé à écrire des chroniques inspirées de mon vécu quotidien avec les patientes. Écrire, pour moi, c'est continuer le dialogue, c'est prolonger les voix des patients, c'est rendre hommage à ces guerrières, à leur courage et à leur humanité. Et c'est, je crois, une manière de donner un sens encore plus profond à la médecine palliative. Aujourd'hui,
j'aimerais vous partager, j'aimerais partager avec vous 3 histoires. Des histoires vraies, simples, bouleversantes. Des histoires qui m'ont appris ce qu'aucun livre de médecine ne peut enseigner. Des histoires qui m'ont rappelé que derrière chaque diagnostic, que derrière chaque cancer, il y a un monde. Et dans ce monde, il y a une famille, une femme, un humain et une âme. À la barakatillah, on commence les vignettes cliniques qui ont façonné ma façon d'être médecin et ma façon d'être l'humain d'aujourd'hui. Donc, pour le premier cas, il s'agit de Madame K, 59 ans, mariée, mère de 2 enfants, atteinte d'un cancer du sein métastatique au stade final. Elle a toujours été le pilier de sa famille, douce, organisée, dévouée, comme la plupart des mamans marocaines. La problématique, donc Madame K, visiblement, il était en fin de vie. Donc la problématique principale, c'est qu'elle était profondément inquiète pour ses enfants et sa famille, ce qui est normal. Il me disait souvent, docteur, je veux partir en paix, mais comment je peux laisser mes enfants seuls? Comment on peut apercevoir, la patiente vivait un deuil anticipé, la peur de ne pas avoir assez dit, assez transmis, assez préparé. Je me souviens qu'elle gardait ses larmes pour elle pour ne pas affoler ses enfants. Donc, ce qu'on a fait à l'unité de soins palliatifs, bien sûr, je ne vais pas oublier de remercier mon major qui est un coach et en même temps un psychologue. Donc, ce qu'on a fait à l'unité de soins palliatifs, c'est que premièrement, on a fait une écoute active et une validation émotionnelle. On a simplement écouté, reformulé, accueilli la peur et la tristesse. On a reconnu que cette peur est normale et humaine. Après, on a fait une transmission symbolique. On a proposé à la patiente d'écrire des lettres pour ses enfants, à partager des conseils, des valeurs, des anecdotes avec eux, à créer des souvenirs. On a même proposé à la patiente à créer un petit coffret que les enfants vont découvrir après son départ. Et ensuite, on a accompagné la famille, bien sûr, avec l'accord de la patiente et de son mari. On a essayé de faciliter les moments de communication douce avec les enfants d'une façon adaptée à leur âge. On a travaillé sur la manière de partager les émotions et les souvenirs sans générer des traumatismes. Donc, résultat, Madame K est partie quelques semaines plus tard, sereine, avec un sentiment d'apaisement. La famille a trouvé des repères dans ses lettres et souvenirs. La famille a été restée suivie dans l'unité, je pense, pendant 6 à 8 mois après le départ de Madame K. Et maintenant, je vous garantis que ces enfants ont une très bonne vie et ils ont eu un deuil, comme on dit, simple. Donc, le deuxième cas, il s'agit de Madame L, 35 ans, mariée, mère d'un enfant, active dans sa communauté. Elle est diagnostiquée d'un cancer du sein localement avancé, nécessitant une mastectomie et une chimiothérapie. La maladie a profondément transformé son corps, ce qu'elle n'a pas pu accepter. La patiente vivait une perte d'image corporelle, un sentiment d'aliénation de son corps et une culpabilité de ne pas être pleine ou désirable. Comme vous avez, ou comme mes collègues ont déjà dit, le sein, c'est un signe de féminité. Donc, la problématique principale chez Madame L est qu'après la mastectomie et l'alopécie secondaire à la chimiothérapie, elle refusait tout contact intime avec son mari. Elle s'exprimait en disant « Docteur, je ne suis plus la femme qu'il a épousée. Je ne veux pas qu'il me voie nue, qu'il me voie ainsi. »
Donc, ce qu'on a fait à l'unité, c'est que premièrement, on a fait une évaluation psychologique approfondie. On a identifié l'impact sur l'estime de soi et sur le couple. On a mesuré l'anxiété et la dépression liées à la perception corporelle. Secondairement, on a fait une écoute empathique et une validation des émotions. Troisièmement, on a accompagné la relation conjugale par des séances conjointes pour restaurer la communication, l'exploration du désir, la mise en avant de la valeur personnelle indépendamment du corps. On lui a toujours rassuré, ainsi que son mari, qui lui a toujours rassuré qu'il a aimé Madame L, qu'il a épousé Madame L et non pas le sein de Madame L. Quatrièmement, on a fait des interventions symboliques et créatives. On a proposé à Madame L d'écrire pour exprimer la transformation de son corps. Aussi, on a fait une thérapie de groupe entre femmes avec vécu similaire. On a déjà fait une expérience avec professeur Haroudi dans un hôtel à Saïdia, où on a collecté des femmes qui ont été mastectomisées dans un spa privatisé, histoire qu'ils voient qu'ils ne sont jamais seuls et que ça n'arrive pas qu'à eux, ça peut arriver à tout le monde. Donc, comme résultat, après plusieurs séances, Madame L a accepté des moments de proximité avec son mari. Son estime de soi a été progressivement restaurée grâce à l'alliance entre la validation émotionnelle et la communication. Le troisième et le dernier cas, c'est un cas qui me tient vraiment à cœur. Et je l'appelle Sedioun Amhayet. Ce cas m'a appris qu'il existe des cancers bien plus dangereux que celui du sein. Le cancer du silence, le cancer de la peur, le cancer du manque de respect et le cancer de l'abandon. Il s'agit de Madame H, 43 ans, 3 enfants, femme douce, discrète, toujours au service des autres, diagnostiquée d'un cancer du sein nécessitant une mastectomie. Lorsque le chirurgien lui a annoncé, son mari a réagi brutalement avec un refus catégorique total de la mastectomie et de tout acte chirurgical ou bien même la chimiothérapie. Il refusait tout acte qui peut atteindre à l'intégralité du corps de sa femme. Il lui a dit cette phrase que je ne vais jamais oublier. Si tu enlèves ton sein, je te quitte. Je ne veux pas d'une femme mutilée. Madame H arrive en consultation de soins palliatifs envoyés par son chirurgien pour des douleurs et pour une anxiété. Elle arrive tremblante, perdue, écrasée par le chantage affectif exercé par son mari. Elle me disait, docteur, je ne veux pas mourir. Je veux guérir, mais je ne veux pas perdre ma famille. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je vaux et pas ce que je veux. Donc, la problématique, c'est que cette femme était entre deux peurs et deux décisions qui vont changer sa vie. Comme on dit, soit la peur de rater sa chance de guérison si elle refuse la chirurgie, et donc elle va mourir. La peur d'être rejetée si elle accepte la chirurgie, et donc elle va perdre son mari. Madame H n'était pas simplement une patiente malade, mais elle était une femme en train de perdre son statut, sa sécurité et son identité. Ce qu'on a fait en unité de soins palliatifs, c'est qu'on a essayé de redonner une colonne vertébrale à une femme brisée. On a fait une écoute profonde, pleine de séances, une reconstruction de l'estime de soi, la valeur de vie, la dignité du corps humain, féminin, même transformé, la liberté de choisir pour soi. On a fait un accompagnement social, mais je vous dis, alhamdoulilah, Madame H était fonctionnaire, donc elle n'était pas dépendante financièrement à son mari. Donc, on a fait aussi un soutien spirituel. Dieu t'a confié ton corps, le protéger est une obligation. كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الذي خلق الداء أوجد الداء وجد الدواء. aussi كنقولوا إن لجسدك عليك حق. Et surtout, un jour, je me souviens que j'ai sorti de ma blouse blanche
Et j'ai parlé en étant Kautsar, pas en étant docteur Kautsar. Et je lui ai dit qu'un mariage qui dépend d'un organe n'est pas un mariage. Ta vie vaut plus qu'un sein. Et tes enfants ont besoin de toi, même si tu es déformée, même si tu seras différente. Je me souviens bien de ce jour-là où Madame H a pleuré pendant longtemps. Résultat, il y avait un grand moment de rupture et de renaissance. Lors de la 4e visite, Madame H entre dans mon bureau avec un calme profond. Elle me dit « Docteur, j'ai pris ma décision. Ma vie est plus importante que son regard. Je vais faire l'opération. S'il veut divorcer, qu'il divorce. Je vivrai pour moi et mes enfants. » Ce jour-là, elle signe le consentement d'une main tremblante, mais libre. Pour les plus curieux, comme moi, son mari a effectivement demandé le divorce. Elle a pleuré, bien sûr. Mais elle a ensuite dit « J'ai perdu un mari et j'ai gagné une vie. » Madame H a complètement guéri, ou comme dit le professeur Afrer, elle est en rémission. Elle a même bénéficié d'une reconstitution mammaire. Son ex-mari, je le vois souvent et je le traite même pour un néo-poumon. Dans le cancer du sein, ainsi que dans tous les cancers, les soins palliatifs ne sont pas une prise en charge médicale. Ils sont avant tout une médecine de l'humain. Nous ne soignons pas le corps, mais nous accompagnons le patient et la femme dans ce cas, dans toute sa complexité, sa féminité, sa sexualité, sa maturité, sa pudeur, sa spiritualité et sa famille. Nous écoutons ses peurs, ses colères, ses angoisses, ses désirs. Nous partageons ses larmes, mais aussi ses forces. Et nous nous apprenons à chaque fois avec les patientes. Par exemple, dans le premier cas, on a appris que la dignité et on a appris le pouvoir de la transmission et du deuil anticipé. Dans le deuxième cas, on a appris que la dignité et la féminité transcendent les changements du corps. Et dans le dernier cas, nous avons appris que la vie vaut toujours mieux qu'un sein ou qu'un mariage raté et que le courage peut renaître grâce à l'accompagnement. Je vais terminer en vous disant que dans les soins palliatifs, nous ne pouvons pas tout guérir, mais nous pouvons toujours toucher l'âme, restaurer la dignité et offrir la paix intérieure. Et c'est cela, la vraie puissance de notre métier. Et je vais finir par cette phrase qui me tient toujours à cœur. Il faut ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie. Et merci pour votre attention.